Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'avoir participé, malgré les conditions, à cette 4e journée annuelle de réhabilitation psychosociale pour la Nouvelle-Aquitaine Nord. Et nous vous remercions également d'avoir suivi jusqu'au bout les interventions, puisque nous allons maintenant réaliser la dernière à propos donc, des dispositifs transversaux mis en place au C2RL et au CHS Quirol sur ce thème de psychoéducation et en tenant compte de la place des aidants. Mes co-animatrices vont être Caroline Cornu, qui est coordinatrice UTEP en psychiatrie et santé mentale du Limousin, et le docteur Lucia Filleul, qui est ma collègue psychiatre au C2RL, et je suis moi-même le docteur Émilie Leroux-Lafarge, psychiatre au C2RL. Donc, nous avons repris quelques définitions à propos de la psychoéducation que nous allons balayer rapidement, étant donné que le thème a déjà été abordé au cours de la journée. Mais globalement, ce qu'il était important de retenir, et si ça vous intéresse, voilà, les références aux articles sont bien sûr disponibles, et si vous arrivez à les lire tout en bas des diapos, je vous invite à aller les voir. Donc simplement pour dire qu'il s'agit d'une méthode pédagogique qui est adaptée aux troubles présentés par les différents usagers qui sollicitent un tel accompagnement. Et donc, ce n'est pas seulement une transmission d'informations brutes. Donc, le fait que ce soit adapté doit permettre une clarification de l'identité de la personne avec une appropriation de l'info et, en conséquence, une appropriation du pouvoir d'agir, parce qu'une fois qu'on connaît mieux les choses, évidemment, c'est plus facile de prendre des décisions, ainsi qu'une modification des attitudes et des comportements, puisque ce qui est intéressant, c'est d'avoir un regard sur l'impact observé au quotidien, dans la vie quotidienne, et non pas simplement se dire qu'on a donné une info transmise d'une façon qui n'est pas forcément évidente à s'approprier. Pour revenir un petit peu sur l'évolution de ces techniques, donc on retrouve des descriptions dans la littérature depuis les années 80, mais ça fait plus d'une 50aine d'années que les programmes de psychoéducation existent. Dans les années 80, donc, il s'agissait essentiellement de qualifier la transmission d'un savoir à propos de troubles psychiatriques dans un but thérapeutique. Et ces programmes-là étaient initialement destinés aux proches. En particulier, ce qui était observé, c'était l'utilité que ça pouvait avoir lorsqu'on mettait en place une thérapie familiale. On se rendait compte qu'une fois que la famille avait obtenu des informations à propos de la pathologie, en l'occurrence souvent de la schizophrénie, on observait en conséquence une diminution des rechutes du patient. Puis, ces programmes-là se sont développés en s'adressant cette fois-ci directement aux personnes qui souffrent de schizophrénie, et puis par la suite, d'autres pathologies ont été concernées. À cette époque-là, la polémique était que ces programmes pouvaient être critiqués comme étant un exercice du pouvoir du médecin et de l'industrie pharmaceutique, comme ayant pour objectif d'imposer une conception particulière de la maladie mentale. Effectivement, tout n'était pas fait pour favoriser le pouvoir d'agir, le rétablissement. Donc, c'est la raison pour laquelle tous ces programmes ont été revus et sont à revoir régulièrement au fur et à mesure du temps pour être sûr qu'ils correspondent aux attentes des usagers. Depuis la fin des années 90, la psychoéducation s'est donc étendue à d'autres troubles psychiques pour essayer de couvrir un peu tout le champ de la santé mentale. Quelles sont les perspectives positives actuelles? Ce qu'on peut observer, c'est que c'est une source effectivement de prise de pouvoir d'agir, de pouvoir décisionnel, une source de savoir, et ça favorise aussi les connexions sociales, la façon de pouvoir s'exprimer et partager avec les autres. L'efficacité de ces programmes a pu être démontrée de manière scientifique, donc avec la réalisation d'études de bonne qualité, en association en général à d'autres méthodes de traitement, et en particulier dans le champ de la réhabilitation psychosociale. Elle permet aussi de compléter, en particulier en psychiatrie, les notions de consentement éclairé, de décision partagée. Bien sûr, quand on connaît bien sa pathologie et ses traitements, eh bien, on a la possibilité de dire si ça nous convient ou pas, si des modifications sont nécessaires, si on a repéré d'éventuels effets secondaires, et voilà, en pouvant exprimer tout à fait des attentes plus précises. Il reste quand même des limitations auxquelles il faut en permanence faire attention, c'est-à-dire le risque de transmettre des informations obsolètes, d'où la nécessité de remettre à jour les programmes très régulièrement, d'établir des programmes qui ne sont pas forcément orientés vers le rétablissement. Donc il faut vraiment
y faire attention et donc évaluer au préalable les besoins des usagers. C'est aussi le risque d'imposer un discours médical qui ne sera pas intégré si on ne l'adapte pas à la personne à qui on s'adresse, et le risque de viser dans ce contexte-là plutôt une rééducation qu'une appropriation du pouvoir par la personne, alors que c'est ça le plus important. Et alors, quelle est la place des aidants dans ces programmes de psychoéducation ? Comme vous le savez, on en a déjà parlé, effectivement, les tout premiers programmes étaient déjà adressés aux aidants et c'est quelque chose qui s'est heureusement gardé, notamment dans la schizophrénie et avec l'existence des programmes Pro-Famille qui ont été créés au Canada, qui se sont largement développés en France. 65 équipes en France actuellement les organisent. Mais il existe également, qui se sont construits dans les années suivantes, d'autres programmes spécifiques qui sont dédiés intégralement aux familles et accompagnants, en particulier dans le domaine des troubles neurocognitifs. Ce qui est normal puisque c'est des accompagnements qui peuvent difficilement, pour le coup, s'adresser directement aux usagers, ou alors il faut que les troubles soient minimes, puisqu'ils risquent de ne pas forcément retenir les infos qui sont données. Donc d'où l'intérêt important que les familles puissent en bénéficier. Donc la tendance actuelle, c'est de monter des études de bonne qualité pour démontrer les enjeux de tels programmes, montrer comment ça fonctionne, évaluer la satisfaction des usagers et des familles et autres accompagnants éventuels, et montrer aussi l'efficacité du programme. Ça peut se faire en intégrant des modules usagers proches dans les programmes de TP, ce qui se réalise de plus en plus, qui permettent de croiser les regards et de partager l'information en incluant l'entourage. Donc la psychoéducation a évolué au cours des dernières années en se formalisant parfois sous cette forme d'éducation thérapeutique du patient, l'ETP, qui sont des programmes validés par l'ARS, dont l'efficacité est suivie année par année et qui se sont étendus, comme la psychoéducation, au fur et à mesure du temps, dans les différents champs de la psychiatrie. Donc on retrouve des articles qui évoquent la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles du spectre autistique, les troubles du comportement alimentaire, la dictologie, etc., jusqu'à réussir à couvrir toutes les pathologies pour lesquelles ça pourrait avoir un intérêt. Et on arrive à ce qui est important de prendre en compte lorsqu'on crée et on pratique un de ces types d'accompagnement, tant sur le plan de l'adressage à l'usager que l'adressage à la famille ou à l'entourage. Ce qui est important, vous pourrez le retrouver dans les écrits du docteur Bralé et du docteur Franck, c'est la finalité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va pouvoir amener de positif ce programme. Ce n'est pas simplement le faire pour le faire, c'est considérer les potentialités d'action actuelles et futures de l'individu, et donc monter ces programmes ETP qui doivent être individualisés et intégratifs, accompagnant le patient tout au long de son parcours de rétablissement. Donc, je vous invite en ce sens à aller lire ces écrits du docteur Marie-Cécile Bralé et du professeur Nicolas Franck, qui sont très étayés sur ces aspects-là. Il y a également d'autres qualités indispensables qu'on va veiller à préserver lors de la réalisation de ces programmes. C'est justement le fait qu'ils soient orientés vers l'établissement. C'est des choses qui sont bien décrites par Camille Ignard aussi dans les articles qu'elle a pu publier, qui est médiatrice de Santé Père. C'est la volonté d'axer ces programmes vers une reprise du pouvoir d'agir, donc vraiment quelque chose de personnalisé, avec pour objectif général à la fois de réduire l'autostigmatisation qui peut exister, d'augmenter donc l'estime de soi et d'encourager la personne à être actrice à la fois des soins et aussi de sa vie. Le fait d'impliquer un père aidant professionnel et éventuellement un médiateur de santé père, ce qui est l'idéal, mais tout le monde n'a pas forcément accès à un médiateur de santé père dans son unité. Voilà, c'est quelque chose qui aide énormément pour favoriser ces objectifs-là. Donc, comment ça se passe au quotidien en réhab? On n'a pas forcément encore un programme ETP monté, un accompagnement psychoéducation formalisé, mais il y a quand même des petites choses qui peuvent se mettre en place et qui vont aider à construire cette psychoéducation au quotidien.
Et ça peut passer tout à fait en premier lieu par la rédaction d'un PSI, donc un plan de suivi individualisé, qui fera une synthèse claire de l'évaluation initiale qu'on aura proposée à l'usager, qui sera construit en équipe pluridisciplinaire, donc pour intégrer la partie évaluative de chacun, et dans l'idéal, avec la présence d'un médiateur de santé pair qui pourra avoir un regard sur cet écrit. La restitution de ce document pourra se faire à l'usager en présence de son référent pour qu'il puisse répondre à chaque question de ce dernier, éventuellement reformuler les choses s'il y a besoin, être sûr que voilà, on parle tous le même langage, et ainsi corriger les objectifs en étant sûr que les objectifs qu'on a identifiés comme étant ceux de l'usager le sont bien, et avec lui prioriser les étapes pour voir par quoi on commence. Parmi ces étapes, on pourra proposer à un moment éventuellement un programme de TP si on en bénéficie. Et alors, comment on intègre les aidants au quotidien dans un service de réhabilitation psychosociale, que ce soit la famille ou les autres partenaires? Eh bien, leur présence, elle est possible et même proposée, souhaitée par l'équipe à chaque étape du parcours de rétablissement. Donc, on en parle dès le premier contact, au moment du rendez-vous d'évaluation médicale initiale, où systématiquement, il est proposé à l'usager de terminer ce rendez-vous avec quelqu'un qui l'accompagne, s'il le souhaite. Puis, c'est quelque chose qui est à nouveau proposé au moment où on fait cette restitution du plan de suivi individualisé en présence du référent. Et à chaque fois qu'on révisera ce PSI, en général à peu près tous les 3 mois, pour évaluer quels sont les objectifs atteints, quels sont ceux à mettre en place par la suite, et permettre ainsi des retours mutuels qui sont importants. En cas de besoin, et notamment sur le plan de la communication interpersonnelle, si on a la chance d'avoir ça, c'est bien d'avoir un personnel formé aux thérapies familiales qui va pouvoir intégrer tout le monde dans un suivi particulier. Voilà, et on en arrive à ce qui peut être proposé alors, au C2RL et au CHU Esquirol, les programmes vers lesquels on a la possibilité d'orienter les usagers et leurs familles. Donc, dédié spécifiquement aux usagers, il existe 2 programmes courts et un programme plus long que vous connaissez bien maintenant, parce qu'on en a beaucoup parlé au cours de la journée, qui est le programme Pro-Famille, donc un programme psychoéducatif destiné aux familles dont un proche souffre de schizophrénie ou d'un trouble apparenté, qui s'étale quasiment sur 2 ans, qui à Limoges se réalise au CPSM Van Gogh et qui a permis l'accompagnement de plus de 120 familles depuis un peu plus de 8 ans. Il existe également 2 formats courts de psychoéducation dédiés aux aidants. Celui dont vous avez bénéficié de la présentation ce matin, qui s'appelle Information thérapeutique brève aux accompagnants familiaux d'usagers atteints de schizophrénie, mais aussi un autre qui est plus généraliste, qui se nomme Formation des accompagnants familiaux et de l'entourage, qui se réalise en 4 modules répartis sur 2 jours. L'inscription se fait via le pôle des usagers et la direction des soins. Et nous allons maintenant parler de ce projet de programme d'éducation thérapeutique qui se nomme Être acteur de sa vie avec une maladie psychique chronique, et je passe donc la parole à Madame Corny. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents et donc nous allons vous présenter avec le docteur Figel ce projet de programme d'éducation thérapeutique sur lequel nous travaillons depuis bientôt 2 ans et qui s'intitule donc Être acteur de sa vie avec une maladie psychique chronique et qui se mettra en œuvre donc dès le premier semestre 2021 sur l'ensemble des établissements publics, privés et médico-sociaux du Limousin qui proposent donc une offre en réhabilitation psychosociale, donc dont le C2RL et les structures de proximité du Limousin en réhabilitation psychosociale. Donc c'est un programme qui s'intègre dans une offre large d'éducation thérapeutique sur le Limousin et qui vient en complément de programmes ETP sur la schizophrénie, la bipolarité, l'addiction, mais également la dépression. Voilà, donc je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur la psychoéducation, mais juste pour vous dire aujourd'hui qu'il existe 2 types de thérapies psychosociales éducatives qui sont donc dispensées en psychiatrie. Et ces 2 thérapies vont donc reposer sur les mêmes principes et objectifs. À noter quand même que les programmes d'éducation thérapeutique vont être à destination des usagers, mais que les programmes peuvent inclure bien évidemment des séances à destination des aidants afin de pouvoir répondre à leurs besoins spécifiques.
Donc, la spécificité de l'ETP au regard de la psychoéducation, c'est que l'ETP s'inscrit dans un processus structuré et reproductible. Il est donc sécurisé et il va pouvoir être diffusé de manière équitable à l'ensemble des patients, et ce, quel que soit le moment de leur hospitalisation. L'ETP s'inscrit donc de manière pérenne dans les projets institutionnels, mais dans tous les projets d'établissement. Et ce processus va favoriser les coopérations entre structures, et c'est ce qu'on va pouvoir vous expliquer dans les minutes à venir. L'ETP, enfin, permet de renforcer le décloisonnement de l'hôpital vers les soins ambulatoires de ville et médico-sociaux. Donc, au moment où les équipes ont voulu s'inscrire dans cette démarche d'éducation thérapeutique en réhabilitation psychosociale, nous nous sommes retrouvés dans un contexte réglementaire, législatif, de recommandations de bonnes pratiques favorables à la démarche d'éducation thérapeutique en réhabilitation psychosociale, avec une place donnée, une place prépondérante de l'ETP dans le parcours de soins, à la fois pour les bénéficiaires qui sont les usagers, mais aussi les aidants. Donc, pour retrouver des compléments d'information sur cette place de l'ETP, vous pouvez regarder l'instruction de la DGES relative au développement des soins de réhabilitation. Également, les recommandations de l'ANAP en 2019 sur la mise en place de la réhabilitation psychosociale dans les territoires, mais également le schéma régional de santé 2018-2023 et la feuille de route psychiatrie et santé mentale. Un point important nous concernant sur le Limousin et également sur les programmes de Nouvelle-Aquitaine, c'est que ce programme s'inscrit dans la politique régionale 2019-2022 en Nouvelle-Aquitaine pour la promotion de l'éducation thérapeutique qui vise en l'occurrence la mutualisation des programmes sur un territoire, le nôtre étant le Limousin qui regroupe donc les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la manière dont s'est construit ce projet depuis février 2019. Donc, il a fallu constituer l'équipe projet. Donc, aujourd'hui, 6 structures ont pu participer à la construction de ce programme d'ETP, des structures à la fois des secteurs publics, privés et médico-sociaux. Donc, on retrouvera bien évidemment le centre hospitalier Esquirol avec la participation forte du C2RL, également le centre hospitalier des Pays des Gurandes, le centre hospitalier de la Valette en Creuse, le centre hospitalier de Brive, la clinique La Jonchère Saint-Maurice et le SAMSA Prisme, donc structure médico-sociale. Donc l'UTEP en tant que structure ressources et d'appui d'aide à la méthodologie est en fait le coordonnateur général de ce programme, nous venons en aide donc pour la structuration et la mise en œuvre du programme. Durant le premier semestre 2019, l'ensemble des équipes s'est lancé dans un diagnostic territorial donc sur le Limousin et a réalisé une enquête régionale auprès de 73 usagers suivis en réhabilitation psychosociale dont le but était de pouvoir évaluer les besoins réels et éducatifs des patients. Cette étape est une étape primordiale dans la mise en œuvre des programmes puisque pour le coup, on peut dire que le programme a pu tenir compte des réelles demandes des usagers. Donc de septembre à juin 2020, et compte tenu de la situation sanitaire qui n'a pas forcément été aidante pour l'avancée des travaux, mais néanmoins, les équipes ont pu structurer le programme dans sa globalité. Donc un programme qui se compose d'un module socle dont le docteur Figel va vous parler et de modules spécifiques. Donc, des conducteurs de séance ont été mis en œuvre. Et donc, de juillet à aujourd'hui, nous avons rédigé donc, la demande d'autorisation de ce programme qui a été donc, envoyé à l'ARS et qui aujourd'hui est en cours d'instruction. Donc, je vais donc laisser la parole au docteur Figel qui va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce programme d'ETP. Donc, bonjour, je vous remercie à toutes et à tous d'être restés tout au long de cette journée. Donc, je vais vous parler plus précisément de notre projet de programme ETP, être acteur de sa vie avec une maladie psychique chronique. Nous avons donc, comme l'a dit Caroline, déposé la demande d'autorisation en ce qui concerne le programme socle qui a été donc construit et qui s'appelle Acteur de ma vie avec une maladie psychique chronique. Seront construits sur l'année 2021 3 modules spécifiques
qui concerneront la vie professionnelle, la vie sociale et la vie affective. En ce qui concerne les objectifs généraux du programme, on retrouve finalement des objectifs de toute pratique de réhabilitation psychosociale, avec le renforcement du pouvoir d'agir ou de l'empowerment, une amélioration de la compréhension de sa maladie pour en être plus l'acteur et devenir acteur de son parcours de soins, mais également, également pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, si celle-là est souhaitée par les âgés, de diminuer l'impact de l'handicap psychique et d'améliorer le bien-être et la qualité de vie. En ce qui concerne le module socle, 5 séances ont été définies. Ces séances seront animées par un professionnel de santé sur le CH Esquirol et un médiateur santé-père ou un père aidant en co-animation. En ce qui concerne la première séance, identifier sa situation personnelle, cette séance permettra de définir la notion de maladie chronique, mais également de faire le point sur les différentes répercussions socio-professionnelles que cette maladie peut impliquer, mais tout en faisant le point sur les ressources propres de chaque usager. Sur la deuxième séance, les usagers définiront la notion de stress, les facteurs de stress et les facteurs de vulnérabilité qui pourraient impacter leur parcours de vie, afin de mieux faire face à ces différents facteurs et discuter des différents moyens de gestion du stress. Les usagers pourront ensuite, s'ils le souhaitent et s'ils en ressentent le besoin, être orientés sur d'autres groupes ou d'autres outils de gestion du stress plus élaborés. La troisième séance permettra d'identifier la stigmatisation et l'autostigmatisation. Afin d'agir et de faire face à ces éléments-là, les usagers discuteront également de la notion de dévoilement. Pour la quatrième séance, il s'agira de définir la notion de rétablissement, de discuter des différents éléments et circonstances qui peuvent favoriser son propre rétablissement. Enfin, sur la cinquième séance, nous définirons la notion de pouvoir d'agir ou d'empowerment et discuterons avec les usagers sur la projection d'un avenir de façon positive afin de devenir acteur de sa propre vie et de son parcours de soins. Pour cette ETP, toute personne souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique qui entraîne un handicap au quotidien pourra bénéficier de ce programme, sous réserve d'avoir préalablement acquis des compétences d'auto-soin en lien avec sa maladie. Il pourra donc s'agir d'usagers qui, au préalablement, auront, si cela s'avérait nécessaire, bénéficié d'un programme ETP sur la maladie bipolaire, sur la schizophrénie ou sur les addictions. En ce qui concerne la place des aidants, une séance collective et si besoin individuelle sera prévue en fonction de la demande. Le contenu n'a pas encore été clairement construit, mais il sera prévu sur le CH Esquirol de faire des éléments d'information et de psychoéducation autour de ces notions de réhabilitation et du rétablissement, notions qui ne sont pas toujours très bien connues ou comprises, que ce soit par les usagers, les aidants, mais aussi les professionnels de santé. Et également d'informer les aidants sur l'existence des programmes qui existent sur le CH Esquirol de psychoéducation afin de les y orienter s'ils en ressentent le besoin. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous tous, et c'est maintenant la fin de cette journée, de cette 4e journée annuelle de réhabilitation psychosociale Nouvelle-Aquitaine Nord. Nous allons nous retrouver entre centres de proximité pour éventuellement recenser les questions qui sont arrivées au cours de la journée et pouvoir par la suite vous transmettre les réponses que vous souhaitez. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.